Alors rentrons déjà dans le vif du sujet par rapport à ce titre, ce titre de conférence qui est « Pourquoi les requins mordent l'homme ». C'est un sujet évidemment très polémique depuis des décennies et je vais essayer aujourd'hui, alors pas de résoudre toutes les questions ou tous les problèmes qui sont liés à cette question, mais de vous éclairer, en tout cas de vous éclairer avec ce que je considère comme un état des lieux de la connaissance scientifique sur le sujet. D'entrée de jeu, je vais essayer de frapper fort, pour ne pas dire très fort. Je vais tuer l'hypothèse de l'erreur. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse de l'erreur? Ben là, vous avez compris ce que c'est l'hypothèse de l'erreur. L'hypothèse de l'erreur, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une hypothèse, j'insiste bien là-dessus, sauf que c'est plutôt une explication, pour beaucoup d'entre vous, ou encore, en tout cas pour la majorité des gens, qui croient que lorsqu'un requin, en particulier les requins blancs, mordent les surfeurs, c'est parce qu'ils confondent la silhouette du surfeur avec celle soit d'une tortue, soit d'un phoque, ou d'une otarie. Qui dans la salle n'a jamais entendu parler de ça? Personne. Tout le monde en a entendu parler. Ça a fait le tour du monde. C'est pour ça que je dis que là, j'attaque fort. D'entrée, bing. On est comme ça, les vétos. Bref. En fait, cette hypothèse, elle n'a jamais été démontrée et elle est probablement fausse. Alors, j'aime bien, si vous voulez, ce dessin. Vous voyez la situation, derrière une vitre fumée. Alors, c'est plutôt aux États-Unis que ça se passe comme ça. Le requin qui dit non, moi je ne vois vraiment pas de différence. Non, vraiment, honnêtement, croire en cette hypothèse, excusez-moi, je ne tiens pas à vous insulter indirectement, mais c'est une hypothèse qui n'a jamais été démontrée, et de toute façon, autant elle peut expliquer, ou elle pourrait expliquer, si vous voulez, certains types de morsures, en l'occurrence la morsure du requin blanc sur le surfeur, quid des autres morsures? Voilà, déjà, donc on va essayer d'y répondre. Alors j'y reviendrai. Là, je vous fais 2 ou 3 introductions, c'est des préambules avant de rentrer, on va dire, dans ma démonstration. D'ailleurs, où je dis qu'elle est probablement fausse, c'est qu'il y a un papier qui est sorti donc en 2016, sur lequel j'étais ce qu'on appelle reviewer, c'est-à-dire arbitre, et qui a été accepté. Donc je n'ai pas été le seul à dire oui, je pense que c'est démontré, et en tout cas, ils ont raison, ces chercheurs-là. Donc c'est des chercheurs américains qui se sont dit, mais finalement, si les requins se trompent, ils vont forcément attaquer, alors je vais revenir sur le terme attaquer, mais ils vont attaquer les surfeurs, l'homme, comme ils attaquent les phoques, puisqu'ils se trompent, on est bien d'accord. Or, souvent, ils ont réussi à montrer qu'il y avait, sur les attaques ou les prédations de phoques, il y avait des trajectoires des requins très verticales, frontales. Vous avez probablement vu ces images, non? Vous n'avez pas vu des images comme ça? Où finalement le requin blanc, il percute le phoque pour l'assommer et ensuite le croquer, je dirais, tranquillement. D'accord? Et ils ont prouvé qu'en revanche, sur les surfeurs, les angles d'attaque n'étaient pas du tout les mêmes. Ils étaient en l'occurrence beaucoup plus obliques. Alors pourquoi plus obliques? Parce que le requin, il faut savoir que de face, il voit très mal de face. Mais j'allais dire, il s'en fout de ne pas voir parce qu'il sait ce que c'est. Selon mon hypothèse que c'est faux, il sait ce que c'est. Et donc, il sait ce que c'est, allez, boum, un coup de boule, et je passe à l'acte. En revanche, le surfeur, il va être en oblique. Pourquoi? Pour se ménager, parce qu'en oblique et en latéral, il y voit un petit peu plus, un petit peu mieux, on va dire, le requin, et il se réserve probablement le droit d'avorter, si vous voulez, sa prédation jusqu'au dernier moment, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va mordre. Ok? J'y reviendrai là-dessus. Là, vous avez l'exemple en tout cas, la publication scientifique. Donc là, je vous ai mis le titre et tout. Vous verrez que souvent, quand j'avance des idées, que je vous présente comme acquises, bien évidemment, dans ma démonstration, j'essaie la plupart du temps d'avoir une référence ici, une référence qui est la référence scientifique, évidemment, qui vient étayer ce que je dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur la démonstration de ce que j'avance. Autre préambule que je tiens à faire, il a trait, je dirais, à la sémantique, c'est-à-dire aux termes. Et Dieu sait si les termes sont importants. Pour moi, et vous serez d'accord, les termes influencent la perception. Il y a un papier là qui est sorti avec un gars qui s'appelle Neff, là, qui est un Australien. Mais qu'est-ce qu'il dit, Neff? Bon, vous parlez anglais, tous ces, j'espère, non? Il dit que, attention, il faut arrêter, pour faire simplifier, il faut arrêter de parler d'attaque. Et il a raison. Pourquoi? Parce que le mot attaque, vous en conviendrez, c'est une connotation négative. Quand on attaque quelqu'un, c'est qu'on veut lui nuire. Vous êtes bien d'accord avec ça, je n'ai pas besoin de le prouver, j'espère. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des morsures, puisqu'on est bien d'accord, c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Il se passe qu'il y a 2 organismes qui sont des organismes de suivi des morsures, c'est-à-dire qu'ils capitalisent l'information sur les morsures de requins dans le monde, sur les dernières décennies, voire même le dernier siècle, d'accord? Le principal, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'ISAF, donc qui est basé en Floride,
International Shark Attack Files. Et là, ça y est, on y est, boum. Hein. Déjà, hein, dans l'acronyme de l'organisme, vous avez le mot attaque. Or, moi, je vais essayer de vous prouver que le mot attaque ne devrait jamais, quasiment jamais, être utilisé. Autre organisme, c'est le Global Shark Attack File. Allez, on y va gaiement. Hein, voilà. Ça, c'est le préambule qui touche à la sémantique. Rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail et observons ce que l'ISAF, qui est la référence actuellement dans le monde. Quand vous lisez, vous savez, les grandes synthèses qu'on sort en mois de janvier sur les années précédentes. Par exemple, là, il y a les chiffres qui sont sortis pour 2019. Je vais commencer à le dire maintenant. J'allais peut-être en parler à un autre moment de ma présentation. 2019, 5 morsures fatales dans le monde. 5. 2 à La Réunion, 1 en Nouvelle-Calédonie, 1 en Australie, et une autre en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ISAF? Il répertorie toutes les morsures qu'il appelle, soit dit en passant, improprement de mon point de vue, des attaques. Et il différencie, il présente ces attaques ou ces morsures de 2 façons. Pour lui, d'un côté, il y a les morsures ou les attaques non provoquées. Alors ça, c'est, comme vous le voyez là, c'est quoi une morsure non provoquée? C'est quand vous avez, vous, une activité humaine, récréative, qui n'a rien à voir, aucun lien direct avec les requins. Donc quoi? Ça peut être le surf, ça peut être le snorkeling, ça peut être la plongée. OK? Et il différencie ça des attaques provoquées. Les attaques provoquées, c'est quand vous avez une activité qui mobilise ou qui induit des stimuli, qui peuvent être sonores, olfactifs, autres, qui vont mobiliser l'activité des requins. Et en gros, alors dans ces activités, vous allez trouver quoi? Ce qu'on appelle le shark feeding, vous savez, le nourrissage artificiel des requins, en plongée en particulier. La chasse sous-marine, évidemment, qui tue des poissons, ça fait souffrir les poissons. Les requins, c'est normal, ils sont là pour, manger ou débarrasser l'écosystème des poissons blessés, malades et tout ce que vous voulez. Okay, il faut dire quand même au passage qu'il y a d'autres activités qui mériteraient, dans ce cas-là, moi là pour le coup je suis d'accord avec l'ISAF, qui mériteraient quelque part une morsure. Mais à part ce cas un petit peu à part, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette discrimination de la part de l'ISAF des morsures, il y a à peu près 50% tous les ans de morsures qui relèvent d'activités non provoquées et 50% d'activités provoquées. Mais ce qu'il faut comprendre ou lire derrière ça, selon moi, c'est que dans ce cas-là, on est bien d'accord, l'homme y est pour rien. En gros, c'est un petit peu le requin le salaud, excusez-moi de le dire comme ça. Là, à la limite, on va dire que c'est plutôt de la responsabilité humaine. Voilà. Et autant vous dire que je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est toujours un petit peu dans la présentation, on va dire, de l'image globale concernant les morsures de requins. Et il faut savoir quoi? Il faut savoir qu'il y a ce que j'appelle moi le trio infernal. Alors c'est aussi évidemment l'ISAF qui dit ça. Concernant ces morsures, vous le savez probablement, le champion, si on peut l'appeler comme ça, c'est le requin blanc, qui évidemment fait le plus de morts, ou a fait dans l'histoire le plus de morts. Le deuxième, c'est le requin tigre, qui est deuxième là sur le podium. Et le troisième, c'est le requin bulldog, qui fait beaucoup parler de lui, à La Réunion en particulier, un petit peu en Nouvelle-Calédonie, plus anciennement au Brésil. Enfin bon, bref, c'est un requin qui n'est pas commode, pour l'avoir côtoyé ou le côtoyer régulièrement. C'est vrai que c'est un requin qui n'est pas commode. Personnellement, je le mettrais en 2, moi, si c'était que moi. Et je pense qu'il devrait être en 2 parce qu'il y a beaucoup de morsures par le passé qui ont été imputées, à mon avis, au requin bulldog, en particulier à des endroits comme la Nouvelle-Calédonie que je connais très bien. J'y ai passé 10 ans. Vous avez, en Nouvelle-Calédonie, en permanence ces 2 requins-là et celui-là qui vient en gros 8 mois de l'année. Et quand il y avait des morts, à un moment donné, ou des morsures fatales, pardon, on avait tendance à les imputer, je pense, au requin-tigre. Pourquoi? Parce que le requin-tigre, on le voit, même s'il est furtif, prudent, alors que lui, il a tendance un peu à se planquer, il aime bien l'eau trouble et tout ça. Donc, les gens, qu'est-ce qui se passait? Ils voyaient du requin-tigre et ils voyaient des morsures. Ils disaient, tiens, c'est le requin-tigre. Mais moi, je pense que c'est plutôt lui là qui doit être derrière. Bref, ça, c'est un aparté. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est qu'à eux 3, là, je dirais, ils capitalisent, ça c'est très important à comprendre, plus de 80% des morsures fatales. Morsures fatales, je parle bien des morsures fatales, quand il y a mort d'homme. Là, c'est eux. Autre chose sur laquelle je veux insister. Alors là, comme vous pouvez le voir, cette diapositive, elle n'est pas de moi. Elle est d'un gars qui s'appelle Carl Meyer, qui est un collègue qui travaille à l'université de Hawaï, qui est un spécialiste des requins, en particulier des requins-tigres, et des morsures de requins-tigres d'ailleurs sur les surfeurs. On travaille pas mal ensemble. Et pourquoi il présente cette diapositive? Vous allez le comprendre, parce qu'elle vous explique très clairement ce qu'est une corrélation. Alors,
J'imagine que vous avez déjà entendu parler des corrélations. Vous voyez ce que c'est une corrélation? C'est une façon de relier deux jeux de données évidemment différents. Et là, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis ici les morsures de requins en bleu, vous voyez, entre 1900 et... bon là il s'est arrêté à 2015, mais ça ne change rien. Vous voyez? Donc ça c'est la capitalisation des morsures de requins, d'accord? Et en rouge, l'indice du Dow Jones. Vous voyez ce que c'est l'indice du Dow Jones? C'est la bourse à New York. Et la corrélation, elle est de 98%. Waouh! Génial! Génial. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi il montre ça? Il dit que, attention, c'est pas parce que des choses sont corrélées qu'il y a une causalité. C'est deux choses différentes. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai aimé cet exemple-là, parce qu'on a affaire vraiment à deux trucs qui, a priori, n'ont rien à voir. Sauf à se dire, ouais, les gars qui gagnent beaucoup d'argent, ils voyagent plus, ils vont plus à la mer, et donc, ouais, entre nous soit dit, si vous mettez ça sur une copie, vous n'allez pas avoir une super note. Enfin bon, bref, je dirais non, je mettrais quand même bien essayé, mais bon. Voilà, donc attention, corrélation n'est pas causalité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous ne l'avez pas compris, vous allez le comprendre, je suis un petit peu taquin avec certains de mes collègues, en particulier ceux qui travaillent à La Réunion, avec qui je ne partage pas toujours la même vision ou la même analyse du problème. Il y a ce papier qui est sorti, vous voyez, c'est récent, c'est sorti en 2017, et qui, comme le titre l'indique, est censé vous donner des facteurs qui expliquent, je dis bien le mot, qui expliquent les morsures à La Réunion. Et qu'est-ce qu'il dit ce papier? Donc je vous donne juste la conclusion. Ce papier dit, ben voilà, il y a trois facteurs, ou trois variables, qui expliquent les morsures. C'est la turbidité de l'eau, la hauteur des vagues et l'activité de la victime. Sous-entendu, le surf. Et bien là, je commence à vous exposer ma vision des choses. De mon point de vue, on est dans de la corrélation plus que dans de la causalité. Et on est même dans de l'autocorrélation. Pourquoi? Parce qu'entre nous soit dit, la hauteur des vagues et le surf, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la même chose. Ah non mais, et différencier et dire qu'il y a deux variables là, alors que d'après moi, il n'y en a quand même qu'une, c'est déjà tendance, on va dire. Voilà. Donc tout ça pour dire que beaucoup, et là vous avez un exemple très précis que je viens de vous donner, beaucoup de chercheurs dans le monde, pas qu'à Les Réunions, pensent ou cherchent à expliquer les morsures de requins par des facteurs écologiques ou environnementaux. Et dans leur démarche, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'ils considèrent probablement que les requins, ou une espèce de requin donné, a un comportement donné. Et que ce comportement, il n'est pas forcément immuable, il peut évoluer, mais que c'est les variables environnementales autour, qui vont influer sur le comportement de l'espèce, si vous me suivez. D'accord? Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Alors, évidemment, je vais vous expliquer comment je pense que ça fonctionne. Ce que je vais vous dire avant, et ce n'est pas moi qui l'ai prouvé, c'est qu'il y a un facteur, effectivement, et ça a été prouvé à minima à 2 endroits dans le monde, et je vais vous citer les deux études qui l'ont prouvé. Un seul facteur qui joue sur la légère augmentation ces dernières années, ou devrait-on dire ces dernières décennies, le nombre légèrement plus important de morsures, c'est le facteur humain. Quand je dis le facteur humain, c'est la fréquentation de la mer par l'homme. C'est ça. Donc il y a ce premier papier de 2011 qui est en Australie, et qui a montré que, voilà, ce qui en fait influait sur le nombre aujourd'hui légèrement plus important de morsures, c'est ça. Dit en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre probabilité que les requins mordent l'homme reste la même. C'est un problème de tirage. Vous vous souvenez des probabilités là, que vous avez faites? C'est un problème de tirage. Donc la proba, elle ne change pas, sauf que c'est le tirage qui change. Pourquoi il change le tirage? Parce qu'on a plus en plus de gens qui vont à l'eau. Et donc ça augmente la probabilité d'une interaction entre des gens et des requins. Et la probabilité s'applique donc toujours pareil, mais à la sortie, on a légèrement plus de morsures. Oui, alors excusez-moi, je prends du temps, mais parce qu'il faut bien le comprendre. Et beaucoup de gens sont, vis-à-vis des requins, dans le biais cognitif. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas les choses comme on devrait les regarder. Voilà. Donc il y a l'Australie, il y a aussi les États-Unis. En tout cas, oui, les États-Unis sur la façade pacifique. Là, il y a un papier qui est sorti en 2015 avec, vous voyez, un dénommé Ferretti. Et qu'est-ce qu'il a prouvé, ce papier? Il a prouvé que, regardez là, les deux schémas, là c'est le nombre d'attaques, ici 0, 2, 3, 4, 5, et là c'est les décennies, 1950 à 2013. Vous voyez le nombre d'attaques là? Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si vous regardez là, mais alors c'est léger, effectivement, vous avez une légère augmentation des
attaques, c'est-à-dire des morsures fatales. Mais quand je dis léger, c'est au lieu de 1, c'est style 2, quoi. Donc quand c'est 2, vous pouvez dire « Ah, ça a augmenté de 100%, c'est énorme !» Oui, sauf que énorme, ça s'applique à 1, quoi. Donc on est à 2. Sauf que, si vous regardez là, on a une légère augmentation, mais regardez ici, vous avez les millions de personnes en termes d'usagers de la mer. Et en 1950, vous voyez, on part à peu près à 7, et à la fin, on est quasiment à 20. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez, vous avez ici une augmentation, on pourrait dire ça a doublé, mais ici, ça a plus que doublé. Et c'est ça qui est important. Et alors, ce qu'ils disent dans leur article, y compris dans le résumé, c'est que, oui, on peut considérer qu'il y a plus de morts par an sur la façade pacifique des États-Unis, mais que le risque pour vous, en tant qu'usager de la mer, et c'est quand même ça qui nous intéresse, parce qu'on est un petit peu quand même égoïste par rapport à la mort, non? Vous ne pensez pas? Oui. Enfin, c'est pas qu'on aime quand ça arrive aux autres, mais on préfère que ça arrive aux autres quand même qu'à nous. Mais c'est vrai. Le risque que vous vous fassiez mordre par un requin en vous baignant, il a baissé de 91%. C'est énorme. C'est énorme. Vous suivez le raisonnement? Après, si vous voulez, ce préambule sur des pièges dans lesquels pas tomber et des perceptions dans lesquelles à corriger éventuellement, rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet ou le fil conducteur de ma présentation, c'est quoi? C'est de vous parler des différents types de morsures finalement et des motivations qui se cachent derrière. D'accord? Je commence par ce que j'appelle la morsure de confusion. Non mais, je vous ai dit juste avant, attention, l'hypothèse de l'erreur, ça ne marche pas. Et je le maintiens. Là, je vous parle de confusion. Alors, j'ai fait exprès de changer le terme. Erreur, confusion, c'est un peu la même chose. Mais on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que quand je dis que l'hypothèse de l'erreur n'est pas, selon moi, recevable, je parle d'un requin qui voudrait se nourrir sur l'homme. Là, avec la morsure de confusion, on est dans un autre contexte. Et pour que vous le compreniez, c'est le contexte du shark feeding, du nourrissage artificiel. J'ai pris l'exemple du requin citron que je connais bien, puisque en Polynésie, en fait, c'est un requin qui est très présent, qui est très impliqué dans le shark feeding. Donc, c'est quand même un requin qui a des jolies quenottes. Vous voyez, bon, il est plutôt piscivore, c'est-à-dire il mange plutôt des poissons, mais il peut mordre des hommes, il peut même voire tuer des hommes, puisqu'en Polynésie française, à ma connaissance, il n'y a eu que 3 morts en 80 ans, c'est quand même pas beaucoup, mais il y en a eu un, ça a été par un requin citron. Bon, bref, le requin citron, il est potentiellement dangereux pour l'homme. Et qu'est-ce qui se passe en Polynésie? Il se passe que dans les années 80, suite à des cyclones, suite à des infestations d'étoiles de mer tueuses de corail, il n'y avait pas grand-chose à voir sous l'eau. Et alors les gars se sont dit, bon mais s'il n'y a pas grand-chose à voir, on va montrer des choses qui sont là, mais qui ne sont pas faciles à voir, c'est-à-dire des requins. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des têtes de thon et ils ont commencé à les planquer sous le corail, vous voyez? Ou alors carrément, ici, vous voyez, ils les ont mis dans une cage, de façon à ce qu'elles soient inaccessibles pour le requin. Et ils plongeaient, donc vous plongez, vous descendez à proximité de la cage, vous attendez sagement que le courant fasse son œuvre, c'est-à-dire transporte les effluves odorantes de votre poisson. Et là, vous avez des requins, évidemment, attirés par l'odeur qui arrivent et qui commencent à tourner. Et donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui leur permettait de voir les requins et qui n'était pas, je dirais, très invasif vis-à-vis du comportement du requin, parce que c'était finalement presque naturel, puisque le requin, il cherche le poisson. Bon, là, il y avait du poisson qui avait été mis là intentionnellement, mais le lien à faire avec l'homme était relativement faible. Sauf que ça, évidemment, ils se sont vite ennuyés à faire ça, et ils se sont dit, c'est pas suffisant, donc on va faire des sortes de rodéos. Enfin, des sortes de rodéos, en tout cas, on va faire ce qu'on appelle du hand feeding, c'est-à-dire qu'on va nourrir les requins à la main. Plutôt que de cacher la tête de thon ou la laisser dans une cage, on va le donner à la main. Olé! Alors évidemment, vous voyez, c'est super, avec des requins de 3 mètres et tout, c'est vachement spectaculaire. Sauf que le requin, autant vous le dire de suite, il a des capacités cognitives d'apprentissage exceptionnelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les requins? Ils ont vite fait le lien entre la tête de thon et le plongeur. Alors plus que le plongeur, c'est même la main du plongeur, en se disant, waouh, ce truc-là, là il y a des bulles et là ça se bouffe. Enfin, pour simplifier. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est le résultat que, des fois, vous n'avez pas de tête de thon dans votre main, le requin, vous tournez pour voir si votre pote, il est là, il n'est pas là, voilà. Et là, crunch, et vous avez le requin. On appelle ça des mordus relâchés. Alors évidemment, quand c'est un requin de 3 mètres, des fois, et qui vous rend la main, sans forcément trop de perte de matière, c'est quand même pas toujours très joli. Et vous comprenez d'ores et déjà pourquoi j'appelle ça la morsure de confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement confusion pour le requin entre la main et le poisson. Et j'insiste bien là-dessus, ça ne veut pas dire que le requin voulait manger tout ou partie du plongeur. Loin s'en faut. On est bien d'accord? Morsure de confusion. De qui est la responsabilité là? On est d'accord que c'est plutôt quand même du plongeur. Voilà. Autre type de morsure, la morsure de compétition.
Alors là aussi, j'annonce la couleur, responsabilité humaine. Pourquoi? Parce que l'exemple parfait, c'est quoi? C'est le chasseur sous-marin qui tire des poissons. Là, c'est une carangue, par exemple, qui est sur le fil, qui est sur la flèche. Et évidemment, on a un requin qui est en train de la dévorer. Alors là, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'il va, manger la carangue, il va peut-être tordre la flèche. Bon, le gars, il faudra qu'il rachète une flèche. Mais en tout cas, le gars n'a pas la flèche ou le poisson dans les mains. Le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que vous avez des cas où vous avez cette situation-là, mais le gars, il a le poisson dans la main, ou il est sur la flèche, et puis il ne veut pas forcément laisser le poisson au requin, enfin bref. Et là, il y a ce que j'appelle moi de la compétition qui s'installe. Le requin qui lui dit, mon gars, ce truc-là, c'est à moi, d'accord? Et d'ailleurs, je vais te montrer que c'est à moi, puisque je le reprends. Sauf qu'en le reprenant, il peut y avoir des dommages collatéraux, d'accord? Et ça donne ça. Bon, ça se recoue, ça. Vous êtes tous chirurgiens, non? Enfin, bon, bref. Et donc là, c'est attention même. Exemple très concret, la morsure de défense. Ou alors la morsure de peur. Alors vous voyez que quand j'avance ça comme étant des choses acquises, vous avez ici des publications, même celle-là elle date de 73, vous voyez, donc là pour le coup j'ai rien inventé, 73, c'est la morsure de défense. Alors c'est quoi la morsure de défense? C'est un cas très précis, vous voyez, là on est en 2016, c'est pas si vieux que ça, où il y a eu une violente attaque de requin gris sur un pauvre chasseur. C'est quand même ça que ça dit, le journal, vous êtes d'accord avec moi? Là, il m'avait appelé, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Moi, j'avais aucune info. Je savais quoi? Que c'était un chasseur sous-marin et que c'était un requin gris. Je dis, écoutez, c'est probablement une morsure de compétition. Ça arrive souvent. Les chasseurs, surtout en Polynésie, ils ne veulent pas lâcher leurs poissons facilement. Donc, ça doit être une morsure de compétition. Je suis allé interroger le monsieur, là, à l'hôpital, et son cousin, parce qu'en fait, ils étaient deux. Et j'ai commencé à leur poser des questions, un peu à tous les deux. Et j'ai vu qu'ils ne me disaient pas la même chose, les gars. Et donc, au bout d'un moment, j'allais dire, je me suis un peu lassé quelque part. Je leur ai dit, bon les gars, maintenant, il va falloir quand même me dire la vérité. Et la vérité, ils ont fini par me le dire. Ce qui s'est passé, c'est que là, a effectivement tiré un poisson. Il y a un requin gris qui s'est pointé pour lui voler le poisson. Et le cousin qui était à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré sur le requin gris avec l'arbalète. Donc il a tiré d'assez près pour que la flèche pénètre. L'ardillon s'ouvre. Donc l'ardillon s'est ouvert, ça veut dire que la flèche ne pouvait plus ressortir. Le requin gris, il a essayé de partir. Comme une arbalète, ça coûte bien 150 €, qu'est-ce qu'il a fait, le Polynésien? Il s'est accroché à l'arbalète, genre, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, le requin? Il s'est retourné, là, là, il a commencé à bouffer le gars qui portait l'arbalète, l'autre à côté, voilà. Et donc, une fois que j'ai su ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé les médias, enfin le journal, et j'aurais dit, écoutez les gars, il faut changer, c'est pas violente attaque de requin gris, c'est quand même des chasseurs qui ont tiré sur le requin. Donc, excusez-moi quand même, où est la responsabilité? J'essaie de faire mon Zorro. Écoutez, regardez, ça a vachement marché. Regardez, ils ont changé le titre. Morsure de requin, une bataille à main nue entre le pêcheur et l'animal. Non, mais, dites pas que je mens. Et ça, c'est des captures d'écran, voyez? Non, mais ça, c'est pour vous dire, et vous prouvez, si besoin était, ce que peut être la perception, si vous voulez, des journalistes par rapport à ce problème des morsures. Les mecs, ils décrochent pas de leur truc. Les requins sont des salauds. Voilà. Et donc, j'allais dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Morsure de peur. Autre type de morsure. Alors là, évidemment, ça va vous parler. Bon, c'est pas un requin, on est d'accord. C'est un chien qui n'est pas content. Il est dans un jardin, il y a un grillage, on revient aux bases, c'est un chien. Il n'est pas content, il est derrière un grillage et il lève les babines et il aboie. Qui, dans ce cas-là, sans être forcément vétérinaire ou soigneur ou quoi que ce soit, qui oserait sauter par-dessus la barrière pour aller fricoter avec le chien? Mais personne. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le comportement du chien. Et tout le monde sait que quand on fait je ne vais pas y aller. Eh bien, en fait, vous allez peut-être découvrir quelque chose. Sous l'eau, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, ça c'est tiré d'une étude, on s'est aperçu que, là vous avez un requin, avec la taille du requin, qu'il y avait finalement une distance d'attaque, une distance de fuite, et qu'il y avait probablement l'équivalent presque d'un grillage, sauf qu'il est virtuel le grillage, on ne le voit pas. Et l'autre problème, quel est-il dans ce cas-là? Le problème, c'est que votre requin, il ne peut pas lever les babines, il ne peut pas aboyer. En fait, il n'a pas 50 façons, si vous voulez, de communiquer. Alors, je parle de territoire et le mot consacré, c'est plutôt idiosphère, mot scientifique, mais il y a aussi l'idée dans l'idiosphère que c'est plutôt une bulle, vous voyez, c'est pas plan, comme peut l'être le territoire, c'est plutôt un problème, je dirais, de bulle autour du requin. C'est pas non plus un territoire forcément fixe, c'est plutôt une distance, voilà, une bulle avec laquelle le requin, quelque part, ou certains requins se baladent. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça a déjà été décrit comme une stratégie anti-prédation, vous voyez, par Johnson, là, en 1973. Ça a été décrit aussi comme par un gars qui s'appelle Baldridge, là, en 1988.
en disant attention, si vous rentrez dans l'idiosphère sans avertir, ben, vous allez provoquer justement une morsure que moi en l'occurrence j'appelle territoriale du requin. Je vous disais que le requin, pour se manifester, il n'a pas 50 solutions, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ici vous avez un comportement normal. Premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va baisser les nageoires pectorales légèrement. Alors là, regardez bien parce que je me suis entraîné. Ensuite, c'est ce que j'appelle moi la danse du ventre. Vous voyez, c'est en 3D. Bon, alors là, vous avez le truc, le fake, mais vous allez avoir le vrai maintenant. Vous allez avoir le vrai. Non, c'est un comportement qui peut surprendre. D'ailleurs, je vais vous prouver que des plongeurs qu'on pourrait considérer presque professionnels se sont récemment fait surprendre parce qu'ils ne connaissaient pas ce comportement du requin, en particulier du requin gris, qui est un comportement territorial. C'est paru dans un documentaire que peut-être certains d'entre vous ont vu, justement avec des gars de Under the Pole. Donc là, ils sont par moins 80, et vous avez un gars ici qui est avec un scooter et une lampe. Vous en avez un qui filme en 8K. Vous voyez le comportement? Alors il le fait moins bien que moi, évidemment, le requin. Mais quelqu'un qui connaît un peu les requins dit « Oula, mais ce requin, il n'a pas un comportement quand même très normal. » Vous voyez la nage saccadée, nage saccadée, c'est au ralenti là d'ailleurs un petit peu, voilà. Et il est en train de dire, ben là, mon gars, vous voyez, et il s'éloigne du gars. Il est en train de dire au gars, là, tu te rapproches trop du grillage, et si tu franchis le grillage, ben, ça va mal se passer pour toi. Sauf que, ben, ici, vous avez le gars, là, sans le vouloir, évidemment, enfin sans le vouloir, en tout cas, il l'a fait, qui s'est rapproché du requin, et voilà ce qui se passe. Voilà, belle morsure, là, à la tête. Vous voyez, tout ce que vous voyez là, le nuage blanc, c'est du sang. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, lui, il continue à ne pas être content. Voilà. Donc ça, c'est la morsure territoriale. La morsure est territoriale. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire, ça relève de la responsabilité de l'homme. L'homme qui ne connaît pas le comportement du requin. J'espère que vous en conviendrez. Il se trouve à un endroit qui est la mer, qui n'est pas forcément son milieu, puisqu'il a besoin quand même d'avoir des bouteilles pour aller à cet endroit-là. Il ne connaît pas le comportement du requin et ça finit par une morsure. Au passage, les morsures territoriales n'existent pas qu'en plongée. Ici, c'est un cas très concret à Makemo, qui est un atoll polynésien, où on a publié en 2018, vous voyez, ça. Et là aussi, c'est une morsure territoriale avec deux morsures, une ici à la cuisse et ici une autre au genou, d'un requin citron, vous voyez, donc c'est pas un requin gris, il n'y a pas que le requin gris. Et là, le surfeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient trois surfés. Lui, il a vu des vagues qui lui plaisaient un petit peu plus. Alors, ça faisait 20 ans que eux trois, là, ils surfaient au même endroit. Il leur était jamais arrivé. Là, il a vu des vagues un petit peu plus loin. Il a fait une centaine de mètres pour aller prendre ces vagues-là. À peine arrivé ici, assis sur la planche, et là, waouh, il s'est fait mordre au genou et à la cuisse par un gros requin. Heureusement, il a pris une vague. Hop, il est parti. Et donc, il s'est fait mordre. Et c'est, moi, ce que j'analyse comme une morsure territoriale, c'est-à-dire qu'il est arrivé sans le vouloir, par la surface, dans l'idiosphère d'un requin citron particulièrement récalcitrant, et qui, comme le requin gris l'a fait, là, s'est jeté sur lui pour le mordre. Alors, c'est quand même important, j'estime, de vous expliquer ça en détail, parce que dans la plupart des cas, encore une fois, même sans être journaliste, on dirait « Oh, quand même, les requins, le surfeur, il était quand même pour rien. » Oui, d'accord, là j'avoue qu'il n'est pas pour grand-chose, sauf que la mer, c'est quand même un milieu dangereux, il faut faire gaffe, et il y a surtout des territoires de requins. Ce qui est important par rapport à toutes ces morsures, là je crois que je suis à 4 déjà, morsures, c'est de voir qu'elles ont quelque chose en commun, c'est qu'il n'y a pas de perte de matière, vous en conviendrez. Vous voyez bien ici que c'est des crocs qui se plantent et qui ressortent, mais ça n'arrache pas de chair. Et ça, c'est quelque chose que toutes ces morsures ont en commun. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, il y a d'autres morsures qui ne sont pas comme ça. Les 4 morsures dont je viens de vous parler, je vais vous parler de 6 morsures en tout. Les 4 morsures dont je viens de vous parler relèvent, j'espère vous l'avoir démontré, à mon sens, globalement et majoritairement de la responsabilité humaine. D'accord? Il y a 2 morsures maintenant qui ne relèvent pas de la responsabilité humaine. Il y en a une qui fait un petit peu la jonction entre les deux. Pourquoi fait la jonction entre les deux? Parce qu'elle ne relève pas d'une responsabilité humaine, mais elle reste superficielle. C'est ce que j'appelle la morsure d'investigation. D'accord? Qu'est-ce que c'est la morsure d'investigation? Ben, c'est ça. Vous allez voir, ce n'est pas très long. C'est un requin qui s'approche par derrière pour ne pas être vu par le plongeur. Et là, clac, un coup dedans et hop, je m'en vais. Quoi? Sympa, non? Non, non. Ok. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. En fait, ça c'est le plongeur. Vous voyez, donc il y a 2 coups dedans. Voilà, bon, voilà, il a un peu saigné. Il a eu quoi? Je sais pas, peut-être une dizaine de points. Non, peut-être plus. Enfin bon, bref. Il s'en est sorti. Sur le requin blanc, là, vous voyez, c'est du requin blanc. Donc ça existe aussi. C'est une cuisse, vous voyez, avec du requin blanc. Tout ça pour dire que le requin blanc fait des morsures d'investigation.
Qu'est-ce que c'est une morsure d'investigation? Ben, c'est quoi? Investiguer, c'est pour essayer. D'accord? C'est le requin qui essaye. Il n'a pas 50 façons d'essayer, le requin. Et finalement, il n'a que sa bouche pour essayer. Donc vous avez un requin qui, de mon point de vue, est dans une perspective d'essayer de se nourrir sur ce truc, entre guillemets, qu'il ne connaît pas. Et il va se dire, tiens, je vais quand même essayer. Ce n'est pas un problème de goût. C'est est-ce que c'est gras, pas gras? Non, c'est pas ça. C'est quand je vais mordre, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être électrocuté? Alors, excusez-moi, c'est anthropomorphisme, mais est-ce que je vais prendre un coup de coude dans l'œil? Est-ce que ce truc-là, il n'a pas un gros dard et je vais mourir tétanisé? Voilà. Non, mais c'est ça, le raisonnement du requin. C'est la morsure d'investigation. À ce propos-là, je vais vous faire une autre confidence. Vous vous souvenez que j'ai essayé de détruire, appelons un chat, l'hypothèse de l'erreur. Et l'hypothèse de l'erreur, en fait, elle a été, ce qui a fait son succès, au-delà du fait que c'est très satisfaisant sur le plan intellectuel, c'est que pendant de nombreuses années, les chercheurs, les scientifiques, n'arrivaient pas à expliquer un phénomène qui est assez courant ou très courant chez le requin blanc, qu'on appelle le bite and spit. Je mords et je recrache. Ouais, le bite and spit. Et à la lumière de l'hypothèse de Trikas et McCosker, là, de 1984, qui ont dit, voilà, en fait, le requin, il se trompe. Ils ont dit, mais voilà, c'est ça, banco, le requin se trompe. Donc, il se jette sur le surfeur, il mord le surfeur, mais en le mordant, il s'aperçoit qu'il s'est trompé, puisque ça n'a pas le goût espéré. Et donc, je me suis trompé, je m'en vais. Vous voyez? C'est-à-dire que le bite and spit est venu renforcer l'hypothèse de l'erreur. Or, moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Et vous comprendrez tout à la fin. Je pense que c'est faux et que c'est une morsure d'investigation. C'est-à-dire que le requin ne se trompe pas, mais au contraire, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, il va essayer. Et j'espère que vous faites bien la distinction entre les deux. Voilà. Passons maintenant aux choses sérieuses, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Fait peur à notre cerveau, je ne sais pas, de primate ou peut-être reptilien, je ne sais pas. C'est la morsure alimentaire. Alors j'ai été sympa, je vous ai montré un schéma. Quoi qu'il en soit, la caractéristique, si vous voulez, de la morsure alimentaire, c'est quoi? C'est qu'il va, la plupart du temps, je dirais, y avoir une perte de matière. Oui, le requin, il est là pour se nourrir, donc il faut bien qu'il reparte avec quelque chose. Dans les autres morsures, ça reste superficiel, c'est des coups de dents, comme un chien, imaginez, vous penchez sur la gamelle d'un chien qui est pleine, avec votre main, qu'est-ce qu'il va faire le chien? Il va vous mettre un coup de dent sur la main. Est-ce que vous allez penser que le chien veut se nourrir sur vous? Non, on est bien d'accord. Voilà. C'est la même chose chez le requin. Ce qu'il faut savoir sur cette morsure qui fait peur à tout le monde, on est bien d'accord, alimentaire, c'est que c'est moins de 5% des morsures sur l'homme. Moins de 5%. J'insiste bien. Et quand je prends 5%, je suis vraiment très très large. Je vais vous parler, bien évidemment, le cœur du sujet, je dirais, c'est la morsure alimentaire, d'où elle vient en termes de motivation. Parce que c'est ça qui n'a jamais été, pour l'instant, je dirais, démontré. Avant de rentrer, là encore une fois, dans le vif du sujet, je suis obligé de prendre des précautions en vous disant que je vais éliminer un cas très particulier de morsure, dont vous avez forcément entendu parler, c'est le cas des frénésies alimentaires. Vous avez entendu parler, vous savez que les requins sont capables de rentrer dans un état second, où là c'est une sorte d'hyper-compétition qui va prendre le dessus. Les requins vont rentrer dans un état second et là ils vont mordre tout ce qu'il y a. Ça, c'est des cas qu'on a très bien décrits, qui existent aujourd'hui très rarement, mais qui ont beaucoup existé par le passé. Un des cas très connus, c'est le cas de l'Indianapolis, qui était un bateau de guerre américain lors de la Seconde Guerre mondiale, au large du Japon. Ce bateau, il a été torpillé par les Japonais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un problème côté américain au niveau du rescue, enfin du sauvetage. Et les marins, le 28 juillet 1945, en plus c'était à la fin de la guerre, donc il y a de quoi l'avoir mauvaise, au large de Guam, vous voyez, il y a quasiment 1200 requins marins, qui se sont retrouvés abandonnés pendant 4 jours avant que les secours américains arrivent, parce qu'il n'y avait pas eu de bonne liaison radio. Pendant 4 jours, ils étaient 900 et il n'y a eu que 300 rescapés. Et ils ont raconté, bien évidemment, que la grande majorité de leurs congénères s'étaient fait dévorer par des requins, en l'occurrence par ce requin-là, qui est le requin longimane ou le requin océanique. Voilà. Mais ça, c'est des frénésies. Alors là, évidemment, on est dans beaucoup de requins qui arrivent à manger beaucoup d'hommes. Ça arrivait probablement au XVIIIe, XIXe siècle, mais il faut comprendre qu'à notre siècle aujourd'hui, ça n'arrive quasiment plus. Je dis quasiment, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'immigration en provenance d'Afrique du Nord, vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui se noient en Méditerranée et qui, de mon point de vue, sont probablement, enfin, pas probablement, moi j'ai travaillé sur des cadavres,
j'allais dire, avec des morsures de requins. Donc on est peut-être, ça c'est une hypothèse de travail que j'ai, en train de réhabituer les requins, si vous voulez, à croquer ce qui se trouve à la surface et qui ressemble de près ou de loin à un homme. Enfin, ça c'était un aparté. Pour vous démontrer d'où vient la morsure alimentaire, je vais vous prendre deux animaux que vous connaissez bien, enfin au moins parce que vous les avez vus à la télé, le requin blanc et l'orque. Pourquoi je prends ces deux animaux-là? Pourquoi? Alors, parce que un c'est un poisson, l'autre c'est un mammifère, mais finalement, en fin de compte, c'est des animaux qui à un moment donné dans leur vie, il va falloir qu'ils fassent en gros 6 mètres de long, qui ont des grandes dents, plus ou moins tranchantes et pointues, et qui vont se nourrir quasiment sur la même chose. C'est ça qui est important pour moi. C'est de dire, voilà, ces deux animaux, ils ont quelque chose en commun, c'est ça. C'est ça. Et l'idée maintenant, c'est d'essayer de comprendre, comme je l'ai fait, il y a quelques années déjà, de me dire, mais comment ça se fait, sachant que ce n'est pas les mêmes taxons et qu'ils n'ont pas le même cheminement, et je vais y revenir, comment arrive-t-il finalement à la même efficacité, in fine? Voilà comment ça se passe. Ça se passe côté orque, ça vous le savez, mammifère marin. Donc qu'est-ce qui se passe quand le petit orque naît? Il va téter le lait de sa mère. On est d'accord? Pendant un certain temps, avant d'être sevré. Et une fois qu'il est sevré, le petit orque, il a maman et tati qui lui disent « Regarde mon petit, on va te montrer ce qu'il faut manger et on va te montrer comment l'attraper. » Vous avez ce cas, par exemple, vous le connaissez, la tactique des orques qui s'échouent carrément pour aller chercher des otaries sur les plages. Vous voyez, donc c'est mon collègue là, Christophe Guinet là, de Chizé, à côté de La Rochelle, qui a décrit ça. Voilà. Le résultat des courses, si vous me permettez, c'est quoi? C'est que chez l'orque, on a une transmission transgénérationnelle de savoir qui est propre aux mammifères. Et le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est qu'en milieu naturel, alors je dis bien milieu naturel parce que vous le savez sans doute, dans les aquarias, c'est différent. En milieu confiné, il y a eu des problèmes d'orques qui ont tué des hommes. En milieu naturel, il n'y a jamais eu de morsure d'orque sur l'homme. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, re-regardez, parce que certains, je suis sûr, l'ont déjà vu, cette vidéo où vous avez une mère, un petit, un moyen. Vous avez, alors là, c'est une jeune femme apparemment, c'est en Nouvelle-Zélande qui nage. Voilà. Vous avez vu le titre. Voilà. Regardez là, vous êtes en situation d'apprentissage, transmission de savoir transgénérationnel, avec la maman qui est là avec le petit qui dit « Regarde mon petit, ça c'est un homo sapiens, ça ne se mange pas. » Alors maintenant, comment ça se passe avec l'autre, le requin blanc? Alors déjà, ça c'est une photo, c'est un beau bébé. J'ai un truc à vous dire, c'est que chez les requins blancs ne font pas toujours 4 mètres. Il y a aussi des petits requins blancs. Il y a des petits requins blancs. Alors on est d'accord, celui-là, il est à croquer, c'est le cas de le dire, d'accord? Bon, lui, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est lui. Voilà. Lui, c'est un petit requin blanc. Vous voyez, c'est comme le papa et maman en miniature. Alors qu'est-ce qui lui arrive à ce petit requin blanc quand il naît, après 13-14 mois de gestation, dans le ventre de sa maman, où il s'est goinfré avec les œufs qui n'avaient pas éclos, ou les petits frères et les petites sœurs, soit dit au passage. Le premier truc qu'il fait, notre petit requin blanc, qu'est-ce que c'est d'après vous? Le premier truc qu'il fait. Alors, c'est pas téter du lait, on est d'accord. C'est quoi? C'est se barrer. Se sauver le plus vite possible. Pourquoi? Parce que chez le requin, et le blanc n'échappe pas à ça, il y a beaucoup de cannibalisme. Il y a ce papier-là qui parle d'une ségrégation spatiale chez le requin blanc, c'est-à-dire le fait que les femelles soient de leur côté et mettent bas de leur côté, loin des mâles, pour éviter que les mâles, en fait, croquent les petits à la naissance. Et ça, c'est propre à beaucoup de requins, le requin bulldog, voilà. C'est comme ça que ça se passe chez les requins. Enfin, désolé de vous le dire, vous vous en doutiez un peu, c'est pas une vie facile, c'est pas une vie facile. Donc, dès que je nais, j'en suis remis à moi-même, quoi. Il n'y a aucune transmission de savoir. Au contraire, chez le requin, on est dans de l'auto-apprentissage, dès la naissance. Donc, à partir de ce moment-là, vous concevez bien qu'avec ces deux histoires complètement différentes qui doivent aboutir au même endroit, chez les requins blancs, on peut considérer que c'est un peu normal qu'on ait, entre guillemets, un petit peu de, je vais appeler ça déchets, quelque part, pourquoi pas, c'est-à-dire d'animaux qui ne vont pas faire ce qu'on attend d'eux. Et ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? C'est de ne pas se nourrir sur des hommes, parce que l'homme ne fait pas partie des proies du requin. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pour les raisons que je suis en train d'exposer, un nombre très marginal d'animaux vont malheureusement à un moment donné passer à l'acte. Toujours dans les origines de la morsure alimentaire. Comment ça se passe avec ce requin qui, je le répète, dès sa naissance, s'est enfui du contact du père et de la mère? Jusqu'à 3 mètres, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans, mon requin, ici, là, il a un museau qui est tout propre et tout, qui n'est pas griffé par les phoques ou qui que ce soit.
ben, il va manger des poissons, il est piscivore. Sauf que, à l'âge de 10 ans, donc 3 mètres, il a une petite, probablement sonnette à l'intérieur qui lui dit « Écoute mon gars, il faut arrêter là, parce que tu cours derrière les sardines, c'est marrant, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais finalement, ce que tu en retires, c'est insuffisant. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose, à des vrais proies, des proies qui arrivent à te nourrir. Hein. Tu fais quand même 3 mètres, quoi, hein, donc c'est bon les sardines. Ben là, ça peut être quoi? Ben là, j'ai pris l'exemple, une dorsale pourquoi pas, de requin-baleine, hein, sachant que, je le répète, les requins adorent se bouffer entre eux, et surtout les requins adorent bouffer les raies aussi. Voilà. Ça peut être pourquoi pas une otarie, ou alors, tiens, pourquoi pas ce truc-là, tiens. Bon, là, j'ai pris un exemple particulièrement, comment on dit, appétant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Appétant, d'accord? Pourquoi pas ce truc-là, hein, qui glisse sur les vagues, hein, est-ce que ça se boufferait pas par hasard? Voilà, hein, voilà. Et donc, dans certaines conditions, et je vais vous décrire lesquelles, on a des requins qui vont passer à l'acte. Pourquoi je me permets d'avancer ça et pourquoi ça a été accepté sur le plan scientifique, hein? Parce que vous avez ici des exemples de publications partant du plus général au plus simple. Vous voyez, vous avez une publication ici, là, dans Ecology Letters, qui est un excellent journal, qui dit voilà, les causes écologiques de la spécialisation des individus. Ben, là, ça dit que la taille de la niche alimentaire, elle va dépendre de quoi? De la diversité des ressources disponibles et des traits phénotypiques individuels. Là, il dit, alors chondrichtien, pour votre information, c'est les requins, les raies, c'est tout ce qui est cartilagineux. Ce papier-là, de Jacobi, il dit voilà, chez les chondrichtiens, ils développent des individualités au niveau du comportement alimentaire. Chez le requin blanc, dont je vous parle depuis un petit moment déjà, on a des variations individuelles des diètes. Les diètes, c'est les régimes alimentaires. Chez le requin blanc, on a des préférences individuelles et de genre dans les stratégies de chasse. D'accord? Tout ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas un régime alimentaire de requin blanc qui est plus différent qu'un autre régime de requin blanc. Et ça, c'est novateur, je dirais. C'est novateur. C'est extrêmement novateur. Et c'est probablement beaucoup plus près de la réalité et de la vérité que ce qu'on pensait aujourd'hui, y compris sur le plan scientifique. Quand vous rajoutez à ça, qui était mon exemple fétiche, le requin blanc, un autre papier là, de Matic là, en 2011, qui dit « Attention, chez le requin tigre et chez le requin bulldog, on a des spécialisations alimentaires individuelles », ben moi je dis c'est bon quoi. J'en ai assez, quoi. J'en ai assez pour étayer scientifiquement ce que je dis. Et ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous avez démontré ces spécificités individuelles au niveau des individus, et pas de l'espèce, j'insiste bien là-dessus, et que vous ramenez ça au fait que blanc plus tigre plus bulldog, c'est 80% des morsures fatales, ben, il y a ce qu'on appelle en science un pattern, c'est-à-dire une tendance affirmée. Si vous étiez critique, et je sais que vous l'êtes, pardon, mais je l'anticipe. Vous pourriez dire, ouais, oh, ok, l'exemple là du requin blanc qui, à 3 mètres, a besoin de se nourrir sur des proies plus grosses et tout, c'est très convaincant. Mais quid d'un requin blanc de 4 ou de 5 mètres? Parce qu'on sait que ces requins à ces tailles-là, ben, ils se nourrissent aussi sur des hommes. Le shift alimentaire, ok, c'est une affaire classée chez le requin blanc, mais chez l'adulte, qu'est-ce qui empêche l'adulte de procéder à ce qu'on appelle une expansion de sa niche alimentaire? Mais il n'y a rien qui l'empêche en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les requins blancs ou un requin blanc va avoir une façon de se nourrir. Par exemple, votre requin blanc, il va se nourrir d'otaries. Et tous les ans, à la même saison, en février-mars, il va à un endroit en Afrique du Sud où il a la colonie d'otaries sur laquelle il se nourrit. Imaginez, et ça va être facile pour vous, imaginez que votre colonie d'otaries, il chope un coronavirus, je ne sais pas pourquoi je prends celui-là, au hasard, évidemment, et que ça vous flingue 80% de votre population. Mais votre requin, il arrive au supermarché, il n'y a plus rien sur les étagères. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me comporte comme un super prédateur extrêmement flexible, c'est-à-dire que je vais chercher d'autres proies. Voilà, c'est tout. Et un requin qui, jusqu'à 4-5 mètres, n'avait jamais eu l'audace, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'essayer autre chose, en l'occurrence le surfeur, ben là, il pourrait très bien essayer à 4 et 5 mètres, comme il aurait pu essayer à 3 mètres, si le contexte l'y avait poussé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est question de traits individuels et aussi, surtout, de ce qu'on appelle l'audace. Il faut savoir qu'en comportement, en éthologie, il y a le continuum, shyness, boldness. Shyness, timidité, boldness, audace. Et vous apprendrez, si vous n'avez pas encore fait d'éthologie, qu'une population donnée d'animaux, souvent,
et d'hommes d'ailleurs, se répartissent sur ce continuum, avec certains qui vont être extrêmement timides et d'autres qui vont être extrêmement audacieux. Et moi je dis, ben voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique qu'il y ait 0,01% de votre population de requins blancs dans le monde qui, à un moment donné, passe à l'acte? Ben, c'est parce que vous allez être à l'extrême droite de votre continuum. Vous êtes avec des animaux qui ont probablement faim, pour raison X, mais qui sont surtout suffisamment audacieux pour essayer cette nouvelle proie à travers une morsure d'investigation qui n'est pas une morsure d'erreur. C'est ça. Et si vous n'en êtes pas convaincu, j'y vais. En Australie, aujourd'hui, le grand fantasme, c'est de protéger les plages avec des drones. Vous voyez ce que c'est un drone. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des drones qui repèrent les requins d'en haut par transparence de l'eau. Et ils s'aperçoivent de quoi? Et c'est incroyable, allez surfer sur les réseaux sociaux, vous allez voir, et en particulier même scientifiques. Mais ils s'aperçoivent de quoi? C'est qu'ils voient plein de requins côtoyer, spatialement parlant, des surfeurs, 10 fois plus qu'ils croyaient qu'ils existaient. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on ne les voyait pas, les requins. Mais ils étaient là. Alors maintenant, avec les drones, on les voit. Et ils s'aperçoivent de quoi? Ils s'aperçoivent qu'il y a une grande majorité de requins qui, dans des situations identiques, vous allez avoir 99% des requins qui ne vont jamais rien faire sur le surfeur. Et vous allez en avoir un, à un moment donné, ça n'a jamais été filmé, mais pourquoi? Parce que c'est extrêmement rare, mais un qui va, à un moment donné, mordre le surfeur. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'encore une fois, dès lors qu'on part sur des facteurs environnementaux qui peuvent être, par exemple, la turbidité de l'eau, moi je ne dis pas que ça ne joue pas, la turbidité de l'eau. Oui, ça joue, mais c'est un facteur indirect qui va faciliter la tâche, c'est-à-dire l'attaque d'un requin qui a décidé de toute façon de passer à l'acte. La turbidité de l'eau va lui faciliter la tâche, mais ce n'est pas la turbidité de l'eau qui fait que le requin va mordre la personne. Vous voyez la différence? C'est ça la différence qu'il faut comprendre. C'est subtil, mais ça a d'énormes conséquences. Et je vais y revenir sur les conséquences que ça a. La conséquence principale, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on pense qu'un requin se trompe, si on adhère, et là je pense que je vous ai calmé, non? sur l'hypothèse de l'erreur. Mais si on adhère volontairement ou involontairement à cette hypothèse de l'erreur, dans l'absolu, on pense quoi? Bien, on pense que tous les requins peuvent se tromper. On est bien d'accord? Puisqu'un requin peut se tromper, ils peuvent tous se tromper. Donc, si tous les requins se trompent, si on en dézingue au hasard, comme on fait aujourd'hui à La Réunion, on tape dans le tas, ben c'est bien, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On tue des mordeurs potentiels, on est bien d'accord? Or, ça ne marche pas comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'œil tout ou rien. Qu'il y ait 100, 1000, 10 000 requins, il suffit qu'il y en ait un, qui est l'individu là, dont je vous parle, qui existe pour avoir des problèmes. Et ce n'est pas en tuant, en tapant dans le tas et en dézinguant les autres que vous allez y arriver. Donc, à un moment donné, je continue un peu moins, mais j'appelais ça un requin déviant. Alors, déviant, vous voyez, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que déviant, il y a aussi une connotation négative. Déviant, c'est souvent... si on vous dit que vous êtes déviant, vous ne le prenez pas forcément bien, non? En fait, si je dis déviant, c'est par rapport à une norme, une normalité. Pour moi, un requin déviant, c'est à la fois un requin qui va mordre l'homme parce qu'il n'est pas censé mordre ou se nourrir sur l'homme, mais si vous avez un requin vegan, comme dans certains dessins animés, moi je vais vous dire, il est déviant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, En tout cas, j'insiste sur le fait que le requin déviant, ça n'est pas l'hypothèse, parce qu'en 1958, il y a un gars qui s'appelle Coppelson, qui a parlé de l'hypothèse du rock shark. Le rock shark, si on traduit, c'est le requin renégat. C'est quoi le requin renégat? C'est les dents de la mer. Vous avez vu le film, enfin vous en avez entendu parler. C'est quoi? C'est un serial killer. Mon hypothèse n'est pas l'hypothèse du serial killer, d'accord? Pour plusieurs raisons. C'est qu'un serial killer, il y a 3 composantes, si vous voulez. Premièrement, il va probablement répéter les morsures sur la même proie, mais ça je dis, oui c'est possible avec mon requin déviant. En revanche, il va se spécialiser sur l'être humain. Or, a priori, ça n'a jamais été prouvé, et de mon point de vue, ça n'existe pas. Il n'y a pas de spécialisation de requin, comme on vous le fait croire dans certains films. Le dernier en date, là, c'est un requin qui pourchasse une surfeuse, je crois, c'est ça. Genre, il n'a que ça à faire, quoi. Le requin, dans sa vie, bon, évidemment, il a peut-être vu la photo que j'ai montrée tout à l'heure, mais bon, enfin, bref, ça ne marche pas comme ça. Et troisième composante, anthropomorphique à outrance, c'est le requin prendrait du plaisir, carrément. À choper la surfeuse. Bon, enfin bref. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord. Le mot ou l'appellation consacrée d'un point de vue scientifique, c'est individu à problème. Voilà. Et ça, c'est consacré dans le milieu scientifique, en tout cas dans tout ce qui est prédateurs terrestres. Les ours, les lions, vous savez, vous avez entendu parler des tigres. Des fois, en Inde, il y a des tigres qui pètent une durite à un moment donné, entre guillemets, et se mettent à croquer des gens. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On cherche à éliminer ce tigre-là. Vous êtes d'accord? Le problème aujourd'hui,
Ça semble incroyable. C'est que quand on a la même chose avec les requins, comme je suis en train de vous l'expliquer, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben non, on tape dans le tas, quoi. Voilà. J'aime bien donner l'exemple. Vous avez un serial killer dans Paris, même si c'est un serial killer entre guillemets, si on fait la comparaison avec le requin. Vous avez un serial killer dans Paris, vous envoyez le GIGN dans la Tour Eiffel avec des fusils à lunettes et vous dites aux gars, allez-y les gars, faites-vous plaisir, quoi. Vous tapez dans le tas. Et là, on a résolu le problème. Il faut arrêter, quoi. Ça, c'est la publication scientifique qui est sortie avec votre serviteur. Alors là, j'ai pas entouré en rouge, hein, mais qui est paru donc en 2018 et qui explique ce que je viens de vous expliquer. C'est beaucoup moins fun à lire. Hein, Et dans cette publication, qu'est-ce que j'explique? J'explique qu'aujourd'hui, en fait, dans l'esprit de beaucoup de gens et même de chercheurs, malheureusement, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, vous avez une population de gens, vous avez des requins. Vous voyez, là, ils sont tous oranges, les requins. Hein. Tous oranges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une probabilité non nulle de mordre l'homme. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va. Alors, cette population-là, avec ces requins-là, il y a 3 morts tous les ans. Ça, c'est une hypothèse qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va dézinguer du requin. On va dézinguer les 2 tiers des requins. Si on fait ça, ça veut dire qu'on va passer forcément de 3 morts à 1 mort, hein, puisqu'on fait baisser les probabilités, on fait baisser le risque. Ça, si vous voulez, c'est l'hypothèse scientifique qui se cache derrière ce qu'on fait à la Réunion. Moi, je dis ça ne marche pas. La façon dont ça marche, en le schématisant, c'est que vous avez la même population de requins, sauf qu'elle est faite quoi, de requins jaunes ici qui ont une probabilité quasiment nulle de toute leur vie de mordre un homme. En revanche, vous en avez un, là, le rouge, qui lui, c'est celui dont je vous ai décrit la genèse, quoi. Et quand vous tapez dans le tas, là, comme vous faites, qu'est-ce qui se passe? Soit vous tombez à côté, auquel cas, ça change que dalle, soit sans le chercher, je dis bien sans le chercher, et ça risque d'ailleurs d'arriver à un moment donné à la Réunion, hein, ils vont arriver à tous les tuer, donc forcément à un moment donné, ça risque de finir comme ça, mais en fait c'est pas quand même la solution. Soit sans le chercher, vous le chopez au passage, votre requin. Oui. Ça, en fait, c'est ce qui est venu renforcer ce papier et le fait qu'il est passé, c'est qu'on a amené des preuves indirectes que ça se passait comme ça. Et c'est quoi les preuves indirectes? C'est que sur le cas numéro A, là, on a un cas que je vais vous décrire maintenant, donc une campagne de pêche qui n'intègre pas l'individu à problème, et là, ça intègre l'individu. Et les campagnes qu'on a, c'est celle-là, donc il reste des preuves indirectes, hein. C'est le cas de Hawaï et le cas du Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï? Hawaï, vous savez, c'est un des hauts lieux du surf, hein, mondial, et en particulier à partir des années 50. Et dans les années 60, il y avait beaucoup de surf, ça commençait. Et là, il y avait un gros problème, hein, c'est qu'il y avait à peu près 2 morsures fatales tous les ans sur des surfeurs par des requins-tigres. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains, à l'américaine? Ils ont mis des filets et ils ont dézingué, vous voyez, quasiment 5000 requins, en 17 ans quand même, hein, dont 500 requins-tigres. Et le résultat de cette campagne de pêche, hein, il y a un papier, hein, vous le lirez là, de 94 si vous avez envie, c'est quoi? Réduction du risque, 0. 0 réduction. Tous les ans, toujours 2 morts, voire même plus de 2 morts. Il y a eu même des années où il y en avait plus de 2. Voilà. Qu'est-ce que je dis moi? Je dis que Hawaï, on est dans mon cas A. Vous avez suivi le truc? Brésil, ça vous ne l'avez pas su, je pense, mais entre 92 et 2000, c'était un des hotspots des morsures de requins fatales dans le monde. Hein, dans la zone de Recife, là, au nord-est du Brésil, hein, vous voyez, plus de 30 morsures, dont 16 mortelles. Hein, ça rigole pas quand même, hein, sur quand même une petite dizaine d'années, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à Recife? Ils ont fait, comme à Hawaï, un peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des filets, ils ont utilisé des palangres, hein, comme on fait à La Réunion. Hein, c'est-à-dire un seul hameçon avec un abri. Et ils ont balancé, alors là aussi, ils sont allés 5000 drumlines, hein, entre 2004 et 2011. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à pêcher en décembre 2004, je crois. Il y a eu une autre morsure en juin 2005, et ensuite, plus rien. Et ce qui est marrant, c'est que les gars qui ont publié ça, donc Azin et compagnie, ils sont obligés en tant que scientifiques de faire un état de l'art et de dire mais voilà, alors pourquoi nous ça a marché et Hawaï ça n'a pas marché? Eux ils expliquent que voilà, ils pêchent mieux. Voilà. Non mais excusez-moi, c'est un peu caricatural certes, mais c'est ce qu'ils vous expliquent. Non, ils vous expliquent qu'ils pêchent mieux. Alors que pour moi, la solution elle est évidente. Enfin elle est évidente. Pour moi, ils ont simplement chopé le bon requin, quoi. Sans le vouloir. Et c'est probablement beaucoup plus probable d'attraper un requin bulldog qui est sédentaire, comme c'est le cas à Recife, en pêchant sur place à l'endroit où il y a les morsures. C'est plus facile d'attraper, je dirais, le requin mordeur, qu'à Hawaï, où c'est un requin tigre qui a la particularité, je ne vous l'ai pas dit, mais d'être un semi-pélagique. En gros, c'est-à-dire qu'il passe 2 mois de l'année près des côtes et 10 mois loin des côtes.
La Réunion, preuve indirecte, toujours. Déjà, sur la Réunion, moi je tiens quand même aussi à dire quelque chose en préambule, c'est que on a des perceptions qui sont... Alors déjà, c'est une situation tragique. Hein, moi, je trouve que c'est tragique humainement, écologiquement aussi, c'est vraiment tragique. Et évidemment, je veux dire, à partir du moment où il y a des morts humaines, hein, ça ne peut être que tragique. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a quand même des biais cognitifs et des perceptions que, à mon sens, il faudrait corriger. Et il faudra arrêter de faire ce qu'on fait aujourd'hui à La Réunion. Hein, en l'occurrence, vous le savez probablement, hein, des pêches aveugles. Hein. Là, ils ont encore dézingué, en un an, ils ont dézingué 30 requins bulldogs et 150 requins tigres. Soit dit en passant, c'est les requins bulldogs hein, qui sont responsables des morsures, et on dézingue du requin tigre. Hein, parce que... alors, ils appellent ça des pêches de régulation, moi j'appelle ça des pêches de vengeance, hein, en l'occurrence. Enfin, bref. Ce qu'il faut savoir à La Réunion, vous ne le saviez peut-être pas, c'est qu'ici, entre 90 et 99, sur la décennie, là, il y a eu déjà 10 morts, 16 attaques et 10 morts. Vous voyez? Donc, les morsures fatales à La Réunion, ça n'a rien de nouveau. Hein. Absolument rien de nouveau. Je vous dis ça parce que beaucoup le croient. Là, entre 2000 et 2019, 11 morts. Un mort de plus que dans notre décennie. Donc pour moi, excusez-moi, mais c'est du même ordre. Hein. Donc il n'y a pas une grosse différence à La Réunion hein, entre avant et aujourd'hui. Ça, c'était un préambule. Mais pourquoi je vous parle de La Réunion? Je vous parle de La Réunion parce qu'il y a eu des chiffres donc, qui ont été mis en ligne, hein, et tant mieux, et félicitations de cette transparence. Et vous pouvez voir qu'entre avril 2015 et février 2018, il y a eu 8 morsures. Pas forcément fatales, mais il y a eu 8 morsures. Sur ces 8 morsures, l'espèce n'a pu être identifiée que 4 fois. Et c'était, on fallait s'y attendre, le requin bulldog, qui a été identifié pour ces 4 morsures-là. Sur les 4 morsures où le requin bulldog a été identifié, la taille a pu être évaluée 3 fois. Et les 3 fois où la taille a été évaluée, c'était un requin de 2,50 m. D'accord? Donc on est certes dans la preuve indirecte, mais pour moi, en arriver, si vous voulez, à ce genre de constat et ne pas accepter, comme je leur répète depuis 2011, que le problème, ce n'est pas avec les bulldogs, mais c'est probablement avec 1 ou 2 bulldogs, moi, si vous voulez, voilà, ça me fait un petit peu bouillir, hein, et vous comprenez pourquoi. Hein, parce que j'estime que j'apporte des preuves indirectes que j'ai raison, et que ça ne sert à rien de taper dans le tas. Et ce qu'il faut, c'est, j'allais dire, attraper, à la limite, les requins mordeurs. Je vais y venir. Hein. On était dans la preuve indirecte. Là, rentrons dans des preuves directes maintenant. J'ai été commissionné comme expert à l'île de Cocos, au Costa Rica, hein, Pacifique Est, parce qu'en novembre 2017, une plongeuse américaine s'était faite mordre et tuée par un requin au palier. Ça fait un peu désordre, c'est un des hauts lieux de la plongée mondiale, c'est sûr que c'est pas cool. Et là, je suis tombé sur un truc, je ne m'y attendais pas, enfin je ne cherchais pas vraiment, je suis tombé sur le premier cas, jamais documenté, de requin à problème, vous voyez, hein. C'est une femelle tigre de 3,50 m, ils l'ont même appelée Lagertha. Pour ceux qui regardent la série Viking, vous voyez qui c'est Lagertha? C'est la guerrière qui ne rigole pas. Bon, enfin bref, Lagertha ne rigole pas. C'est une femelle tigre qui a développé une stratégie de morsure ou d'attaque des plongeurs, si vous voulez, au palier. Alors, il faut savoir qu'aux 2 commissaires ici, elle a des séquelles probablement d'hameçon. Donc, une hypothèse de travail que j'ai et que je ne pourrais confirmer que si j'attrape ce requin, et c'est ce que je leur demande, moi, c'est d'aller la pêcher pour confirmer mon hypothèse et prouver que les hameçons, par exemple, l'empêchaient de se nourrir normalement à ce requin. Et donc, un requin tigre qui ne peut pas mâcher ou croquer correctement, mais il ne va pas casser une carapace de tortue, il va être trop faible. Hein, vous voyez, elle est maigre, hein, pour ceux qui connaissent des requins tigres, c'est un animal qui n'est pas en forme, un peu comme les lions, ça a été montré en Afrique du Sud, qui avaient des problèmes de molaires et qui se sont rabattus sur l'homme, parce qu'évidemment, l'homme, il faut le savoir, on est quand même un gibier assez facile, surtout sous l'eau. Hein, voilà. Dans Lagertha, Lagertha, elle répond, à mon sens, à cette description-là. Et là, vous voyez ce que c'est une morsure avec perte de matière ou pas? Oui. Et ça, c'est des images de Lagertha en train d'essayer d'attaquer des plongeurs. Alors maintenant, ils sont tous là avec des sticks, avec des têtes explosives. Enfin bon, croyez-moi, ils ne sont pas à l'aise, hein, les gars de Cocos. Pourquoi? Parce qu'à Cocos, il y a un requin-tigre qui est un animal à problème, alors qu'il y a d'autres requins-tigres qui ne posent aucun problème. Aucun problème. L'Égypte, où je travaille aujourd'hui avec un étudiant, là, Steven Surina. Là, en Égypte, qu'est-ce qu'on a fait avec mon étudiant? On a regardé, entre 2009 et 2019, on a répertorié à ce jour, mais on n'est probablement pas loin de l'exhaustivité, une trentaine de morsures en 10 ans, entre 2009 et 2019, en mer Rouge, des morsures avec le requin océanique. Hein, vous savez, vous vous rappelez celui-là qui n'est pas commode. Hein, lui, il est juste en bas du podium. Hein, il risque d'y monter d'ailleurs un jour, sur le podium, là, le requin océanique.
Il y a eu des morsures fatales en mer Rouge entre 2013 et 2014 avec ce requin-là. Et nous, ce qu'on a prouvé, ce qu'on est en train de prouver, c'est que sur la trentaine de morsures, on a déjà des preuves que 11 morsures relèvent de seulement 4 requins différents. Et vous avez par exemple ce requin-là, le numéro 310, alors lui on le reconnaît grâce à la tache là, à plein de détails morphologiques, anatomiques. Voilà, vous voyez, lui il est facile à reconnaître parce qu'il a une grosse entaille là, lui il a le bas là qui est tronqué. Enfin bref, tout ça c'est pour vous prouver, si besoin était, que par la photo-identification, on arrive à distinguer les individus. Et lui, dans la même journée, il a tué quelqu'un à 10h le matin, il a mordu un autre plongeur à 3 km de là à la main, et il en a mordu à 1 km de là 1 heure après, à l'épaule un autre plongeur. C'est le même requin, on a les preuves. Mais imaginez ce que des journalistes, les mêmes que tout à l'heure, là, ils concluraient d'un événement comme ça, ou même le Kidam, Landa, qu'est-ce qu'ils diraient? Oh, les requins sont devenus fous, c'est le changement climatique, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Ce qui se passe, là vous l'avez en plein, il se passe que vous avez un individu à problème. Oui. Preuve directe. Alors maintenant, une fois qu'on a prouvé, j'espère l'avoir fait au moins partiellement, l'existence quelque part de ces individus à problème, ça ne veut pas dire que c'est facile de les gérer, ok, mais qu'on a des méthodes. Et c'est là encore une fois, je le répète, que c'est un peu frustrant vis-à-vis de la Réunion, parce que ce serait l'endroit idéal pour tester ce que je vais vous démontrer là, en particulier sur des bulldogs qui sont des requins plutôt sédentaires, je le répète. C'est le profilage individuel, profilage génétique individuel. C'est la solution. Je ne dis pas que c'est très facile à mettre en œuvre, mais on peut le mettre en œuvre. Premièrement, un endroit, je le répète comme la Réunion, ou un endroit donné, en marge évidemment des activités humaines, on fait du nourrissage artificiel, du shark feeding, à but expérimental évidemment, pas forcément récréatif, encore que, pourquoi pas. Simplement, on arrive à agréger un maximum de requins, parce que les requins sont très sensibles, si vous voulez, au nourrissage. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'habituation, d'un point de vue éthologique, qui fait qu'ils vont baisser la garde et ils vont s'approcher de l'homme beaucoup plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des requins. On peut continuer aussi à pêcher, comme ils le font aujourd'hui à La Réunion, mais pas pêcher, évidemment, pour tuer les requins. Les pêcher pour les biopsier, en particulier, c'est-à-dire prendre un morceau, si vous voulez, de peau, donc d'ADN, les mesurer, les photographier, être capable, les marquer, par exemple, leur mettre une balise pour les reconnaître, les identifier, comme on l'a fait en mer Rouge visuellement. Moi, je préfère travailler sous l'eau, où on fait de la photogrammétrie, on fait de la photo-identification, on les mesure, on voit le sexe, et aussi, avec une arbalète et des flèches spéciales, on les biopsie. Paf, on leur prend un petit morceau tire dessus, on leur prend un petit morceau de peau. Et avec ça, qu'est-ce que je fais? Je fais une database. Je travaille sur l'ADN nucléaire, sur ce qu'on appelle les microsatellites, et je suis capable, moi, non pas de dire c'est du requin bulldog, non, c'est de dire c'est tel requin bulldog, numéro tant. Il va falloir que je me calme. Ok. On fait la base de données. Ensuite, on attend, mais on attend sans l'attendre, bien évidemment. Mais en cas de morsure, on fait quelque chose qu'aujourd'hui on ne fait pas et que moi, ça me semble, je veux dire, incroyable qu'on ne fasse pas. On cherche l'ADN du requin mordeur sur la victime. Comme dans les experts de Miami, là, un petit coup de coton-tige, même s'il y a du sang, c'est pas grave. On arrivera très bien à distinguer l'ADN du requin de l'ADN de l'homme, il n'y a pas de souci. Mais surtout, on aura l'ADN nucléaire du requin et on aura notre fingerprinting, je dirais, identification personnelle, je dirais, du requin. Mais une fois qu'on a ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On croise l'information. On croise l'information et on sait quel requin dans notre base de données a mordu. Alors évidemment, vous allez me dire, bon, on n'a pas forcément le requin. Oui, d'accord, mais continuons à récolter de l'information là. Peut-être qu'un jour on l'aura et on saura que c'est lui. Ou alors, organisons ça sur des requins qui ont tendance à partir, qui sont comme le requin blanc ou le requin tigre, qui sont migrateurs. Organisons ce type de choses à une échelle régionale. À La Réunion, à Madagascar, à Maurice. Donc sur des requins qui bougent, à chaque fois on essaie de les choper au passage, en les faisant venir avec des hamburgers, petits. Et là, paf, ADN, et là, on arrive à repérer le requin. Une fois qu'on a repéré le requin, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le déplace, si on veut, pourquoi pas. Sauf que c'est un peu dangereux, à mon avis, quand même, de garder un requin à problème sous l'eau, ou que ce soit on l'élimine. Et alors moi, en plus, qui suis vraiment, vous l'aurez compris, quand même très concerné par la conservation des requins, je suis prêt à éliminer. Si c'est le prix à payer pour que les gens arrêtent de penser que tous les requins sont des salauds et qu'on peut les tuer gratuitement, moi je suis prêt à éliminer les 1 ou 2 individus à problème à La Réunion, les 1 ou 2 individus à problème en Australie de l'Ouest, et voilà. Sans oublier Hawaï, évidemment. Je termine.
en espérant ne pas vous avoir lassé. Le récapitulatif des morsures. J'en ai parlé de 6. Ce n'est pas forcément exhaustif, hein, mais je suis allé, on va dire, à l'essentiel. Vous avez vu qu'en étant à l'essentiel, je suis déjà très bavard. Hein, donc, voilà. Morsure, celle qu'on craint le plus, c'est la prédation. On est bien d'accord? L'investigation, j'aurais dû le mettre à côté, c'est une pré-prédation, hein, selon mon point de vue. Vous avez ensuite la confusion, vous vous en souvenez? L'autodéfense ou la défense, la compétition, la territorialité. Et revenons à cette diapositive au début, vous vous souvenez, hein, non provoqué, provoqué, 50-50. Moi j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Parce que si vous présentez les choses comme ça, c'est la confusion dans la tête des gens. Si vous mélangez toutes les morsures, c'est la confusion dans la tête des gens, alors qu'il n'y a que certaines morsures qui, à mon avis, sont à prendre en compte, entre guillemets, pour craindre quelque part les requins. Ben, si vous suivez ma logique à moi, vous allez retrouver avec territoire, défense non alimentaire, voire autre, qui représente, je le répète, 95% des morsures, et vous allez retrouver avec votre morsure alimentaire, qui, elle, représente seulement 5%. Vous suivez le raisonnement. Et c'est comme ça qu'il faut regarder les morsures de requins. Il faut les regarder avec cette objectivité, à la lumière de ce que je viens de vous expliquer sur le plan éthologique. 95% des morsures, si je veux simplifier un petit peu, 95% des morsures, c'est des morsures superficielles non fatales qui relèvent de la responsabilité de l'homme. C'est ça la réalité. Et l'autre réalité, et il faut l'accepter, c'est que 5% ne relèvent pas de la responsabilité de l'homme, sont des situations qui terrorisent, qui existent, d'accord, et qui, pour ce coup-là, sont fatales. Et j'ajouterais, si vous me permettez, par vous dire autre chose qui, je pense, vous interpellera, c'est que dans ce type de conférence, j'en suis pas la première, et ça m'arrive même de le faire en milieu anglo-saxon, ça m'est arrivé d'avoir des gens, dans les ONG en particulier, Sea Shepherd, WWF, qui viennent me voir à la fin, ils me disent « Oh là là, c'était super, mais alors ça nous coupe l'herbe sous les pieds. » Pourquoi? Parce que nous, on utilise l'argument que les requins se trompent pour dédouaner les requins. Eh oui, vous avez déjà entendu ce raisonnement-là. Ah non, il ne faut pas en vouloir aux requins parce qu'en fait, quand ils mordent, ils se trompent. Eh, je suis désolé, moi je ne suis pas là pour raconter des balivernes. Et je pense qu'on peut accepter ou même aimer ou respecter les requins sans forcément que ce soit pour des raisons fallacieuses. Et les vraies raisons, c'est ça. C'est 95-5. C'est ça les vraies raisons. Merci de votre attention.